Comment concrètement, dans ce contexte, on peut continuer à travailler, sachant que ces entreprises médias suppriment du personnel de plus en plus, qu'il faut s'adapter à une nouvelle façon de travailler avec l'arrivée du numérique. Comment on maintient une info de qualité dans des conditions de travail qui sont de moins en moins propices? Très très clairement, pour affronter cette mutation c'est pas une évolution, c'est une révolution et c'est un cataclysme. À différents points de vue, c'est clair qu'il faut radicalement changer tout. La seule chose qu'il ne faut pas changer, c'est les fondamentaux du métier. Donc les fondamentaux, pour continuer à faire du journalisme de qualité, de l'information de qualité, c'est quelque part ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, même sans passer par les écoles de journalisme, le journalisme professionnel applique depuis la nuit des temps, c'est-à-dire rechercher l'information, la valider, la recouper, la traiter, la présenter de manière qualitative, avec honnêteté. Ça n'a pas changé, c'est la seule chose qui n'a pas changé. La seule chose qui c'est plus difficile de le faire aujourd'hui qu'avant. Sinon, tout a explosé, le modèle économique, les modèles industriels et les modèles éditoriaux de consommation d'informations, la manière de produire et de diffuser l'information. Et donc, il n'y a pas le choix. Il faut complètement réinventer à la fois les modèles économiques, les modèles industriels, les organisations, la façon de travailler. C'est une mutation vitale, non seulement pour les entreprises de presse, pour pouvoir survivre, continuer à gagner de l'argent, parce que n'oublions pas que dans entreprise de presse, il y a le mot entreprise, et qu'elles doivent gagner de l'argent, et que plus leur santé financière est intacte, voire solide, plus c'est un gage de qualité de l'information. Donc ce n'est pas sale de gagner de l'argent quand on est une entreprise de presse. Au contraire, il faut gérer les coûts, gérer les recettes de manière vraiment mature et avec beaucoup de créativité. Comme je le disais, pour répondre à cette mutation industrielle, pour le dire en une phrase, on ne fabrique plus de produits finis dans un processus séquentiel où on remet sur le métier tous les jours l'ouvrage, c'est-à-dire un journal, mais ça peut être un JT ou un journal parlé avec une heure de bouclage. Tous les jours on recommence. On passe donc d'un processus très tayloriste, du taylorisme, à un processus continu, itératif d'information. Donc impact évidemment sur les organisations. Depuis la nuit des temps, des journalistes travaillent pour fabriquer un produit fini. Ils doivent basculer dans un mode où ils fournissent de l'information de qualité, quasiment continue, sur plusieurs supports. Et avec la difficulté majeure que cette information a perdu énormément de valeur économique sur les supports numériques. Le numérique a entraîné incontestablement une destruction de valeur économique, parce que le modèle du gratuit s'est imposé. Ce n'est pas une erreur, le gratuit, ça a permis d'avoir de l'audience, de la monétiser, mais on sait aujourd'hui que cette audience n'est pas suffisante, que les revenus de la publicité ne sont pas suffisants, justement pour garantir des rédactions fortes et produire de l'information de qualité. La qualité de l'information est malheureusement liée, je dis malheureusement parce qu'on pourrait espérer de l'avoir gratuitement, mais elle est liée à sa valeur économique. Faire de l'information de qualité, ça a un prix, ça a un coût important, et donc elle a un prix aussi. Et c'est ce prix, il faut le gagner, il faut le mériter. Ce n'est pas évident. Avant, on rentrait pour avoir son journal, mais il n'y avait pas d'autre choix que de rentrer dans une librairie ou de s'abonner et de payer. Aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça. Donc il y a un travail d'éducation aux médias, très important, pour regagner la confiance du public, pour débourser quelques euros pour avoir de l'information, mais il y a un énorme travail de la part des entreprises de presse et des groupes médias pour convaincre les gens de la valeur éditoriale de leur contenu pour justifier la valeur économique. Donc ça, c'est résumé en 2 minutes 30 la mutation telle que je la vis aujourd'hui. Ce n'est pas simple. Le basculement a été amorcé de manière sérieuse, je dirais, dans la plupart des groupes médias, même dans le monde, en 2005-2007. Avant, la stratégie numérique était quelque part en parallèle à une stratégie traditionnelle. Aujourd'hui, elle est fortement imbriquée
c'est salutaire qu'elle soit imbriquée parce que demander à quelqu'un de travailler 2 fois ou 3 fois, ce n'est d'abord humainement et physiquement pas possible, mais surtout, ça a un impact sur la qualité. Donc, il faut travailler autrement. Et cette mutation-là, travailler autrement, c'est quelque chose qui a été amorcé il y a quelques années. Je pense qu'on est tout doucement, ça mûrit, et qu'il faudra encore quelques années pour vivre ça avec maturité. Alors, entre-temps, au final, l'objectif, évidemment, c'est de maintenir la qualité. En fait, il n'y a pas d'autre choix pour les entreprises de presse que de fournir de l'information de qualité, sinon elles vont mourir. Dans le contexte actuel, on voit qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent aussi en freelance, Oui. Qui donc sont payés à la pige, qui doivent travailler énormément, produire énormément. Tout à fait. Comment garantir leur indépendance? Quand j'ai moi-même été indépendant, freelance, c'était la galère, franchement la galère. Mais je crois que c'est bien pire aujourd'hui. C'était la galère parce que je gagnais pas beaucoup d'argent, mais il y avait quand même encore moyen de s'en sortir. Aujourd'hui, c'est franchement très compliqué pour les jeunes journalistes qui commencent. D'abord parce qu'il y a les besoins au sein des médias quelque part à diminuer, mais plutôt à la réduction des effectifs, pas à l'augmentation des effectifs. Et qu'il y a une offre journalistique, je veux dire, des journalistes freelance, il y en a énormément. Et donc, comment s'en sortir? Le risque évident, c'est que il y ait un autre type de relation, une relation éditoriale entre un journaliste indépendant et le média. Je m'explique. Avant, quand moi j'étais indépendant, je venais présenter des sujets, je faisais des propositions, et puis on discutait sur le fond. Et on acceptait ou pas ma pige. Aujourd'hui, ça se passe de la même manière, sauf que certains indépendants qui s'en sortent mieux que d'autres ont bien compris, et c'était vrai jusqu'à il y a 2-3 ans, que les médias sur le web étaient dans un modèle d'audience. Et donc, avaient tendance à non pas présenter nécessairement des sujets pertinents d'un point de vue éditorial, mais certainement ceux qui étaient susceptibles de rapporter un maximum de clics. Et il y a eu, je pense qu'on a frôlé, on a joué avec les frontières entre intérêt journalistique et intérêt médiatique. Et là, on quitte un petit peu la relation éditoriale entre l'entreprise de presse et le journaliste, on entre beaucoup plus dans une relation commerciale. Impact immédiat sur la qualité. Mais sur le long terme, c'est intenable et ça ne marchera pas. Les indépendants qui aujourd'hui n'ont joué que là-dessus ont bien compris qu'aujourd'hui, le modèle de l'audience était terminé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pub ne permet pas de financer des rédactions, donc on n'est plus dans la recherche d'audience, on n'est plus, comme je me le dis parfois, dans la pompe à clic facile. Demain, ça faut 1 million de visiteurs uniques. Franchement, le chiffre d'affaires pub ne va pas augmenter. Et c'est une évidence qu'il est impossible de fournir des contenus, de fabriquer des journaux, des JT, des journaux parlés, des sites web, si on ne se donne pas les moyens humains, les talents pour y arriver. C'est juste pas possible. Et donc dans ce combat-là, il va y avoir des dégâts parce que, c'est une question, est-ce que tous les groupes de presse ont aujourd'hui les reins suffisamment solides pour à la fois assumer cette transition industrielle, assumer cette transition de modèle économique et assurer cette transition de modèles éditoriaux et d'organisation, et de continuer alors qu'il y a une pression terrible sur les coûts, une pression terrible sur les ventes et sur les revenus publicitaires, à garantir des effectifs suffisants, des talents suffisants pour offrir de la qualité. Je crains que. Et au vu de l'importance de l'information en démocratie, et donc on pourrait se poser la question de l'intérêt général de l'information au même titre que la justice, que l'éducation, que la santé. Quel est l'état de l'aide à la presse actuellement? L'aide à la presse date franchement d'un autre temps. C'est un machin qui ne fonctionne plus, qui a été mis en place à la fin du XXe siècle. Pour rappel, elles ont été mises en place pour compenser la perte de revenus publicitaires pour les groupes de presse.
à la suite du lancement de la publicité sur la chaîne publique, la RTBF. Donc, la RTBF diffusait de la publicité, allait donc prendre des parts de marché au groupe de presse, essentiellement presse imprimée, presse écrite. Et donc pour compenser ça, l'État faisait des aides à la presse. Aujourd'hui, on n'en est plus là, évidemment. Cette aide à la presse, par ailleurs, représente est nanoscopique par rapport au chiffre d'affaires et aux besoins des groupes de presse pour se développer. C'est quelques pourcents du chiffre d'affaires. Elles sont totalement inadaptées. Alors je ne dis pas qu'elles ne sont pas suffisantes. On ne tend pas la main, on ne fait pas de la mendicité. Je dis juste qu'elles sont inadaptées. Il faut absolument revoir le système et un véritable soutien à la presse serait un soutien à la vente. Donc, ou un soutien publicitaire. C'est ce que la Flandre a mis en place. C'était de la presse sous le principe qu'un État soutienne l'information. Oui, c'est très important. Ça fait partie intrinsèque du fonctionnement de l'État. Mais c'est un avis vraiment personnel. Je préférerais qu'on dégage des moyens très importants pour faire de l'éducation aux médias dès l'âge de 5 ans, plutôt que de donner comme ça un soutien à des groupes de presse qui sont inadaptés. Autre forme d'aide à la presse que je trouverais intéressante, c'est justement parler des freelances et de la difficulté des pigistes. En France, aujourd'hui, il y a un véritable statut d'entrepreneur éditorial. Je m'explique, vous êtes journaliste, vous avez une idée, on va vous aider fiscalement, notamment, pour mettre en place une petite entreprise de presse, une agence d'une seule personne. Pourquoi il y a tellement de pure players, donc des acteurs pure web en France? Parce qu'il y a un système d'entrepreneuriat et d'aide à l'entrepreneuriat éditorial qui est fortement développé. En Belgique, en tout cas en communauté française, zéro, rien. Ce statut d'entrepreneur éditorial n'existe pas, et ça, ce serait une véritable forme de soutien à l'initiative journalistique, à l'initiative. Quand on voit les médias principaux, les médias les plus lus, traditionnels, on constate parfois une certaine homogénéisation des contenus. Comment vous pouvez garder, comment ces médias peuvent garder leur identité? C'est ce que moi j'appelle l'ubiquité de l'information. Donc le fait qu'une information soit reprise, copier-coller quasiment de site en site. Et ça a été terrible jusqu'en 2010-2011. Je pense qu'on est une courbe descendante par rapport à ce phénomène-là. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'on était dans un modèle de l'audience. Et donc on était dans un modèle de type presque agence et de type buzz. Et donc c'est à celui qui mettait plus vite l'info, il est susceptible d'intéresser le plus grand nombre de personnes. Et donc on était véritablement, chacun faisait la même chose parce que voilà, tout le monde avait le même buzz, la même dépêche, etc. Autre phénomène, c'est ce que j'appelle la googlisation de l'information. J'ai rien contre Google, c'est mes amis. Je dis simplement que c'est une des conséquences du référencement. De cette course au positionnement dans une page de résultats de recherche Google et être le premier en ligne. Et donc ça veut dire que pour répondre, donc à un moment donné, je pense que les journalistes n'écrivaient plus, j'exagère un petit peu, mais on n'écrivait plus pour le lecteur, on écrivait pour Google. Pour que Google, le bot de Google, le robot de Google, scanne les mots-clés pertinents et nous remonte dans une page de recherche. Terrible. Le résultat de ça, c'est évidemment une uniformisation de l'information. On doit aujourd'hui retrouver de la valeur éditoriale parce qu'on n'est plus dans un modèle de l'audience et que nos contenus, ils ont aujourd'hui un prix. Ce qu'il y a, pour justifier un prix, il faut des contenus rares. Ce qui n'est pas rare ne se vend pas. Si vous écoutez les titres du journal parlé de l'RTL, RTL, Contact, Nostalgie, il y a 90%, les titres seront les mêmes parce que c'est l'actualité et que la fonction principale d'un site web qui fait de l'information continue, c'est de dire ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est vrai pour les homepages. Il y a 10 millions d'articles sur un site comme Le Soir. Si vous vous contentez de regarder les titres
les chapeaux, c'est comme si vous vous contentiez d'écouter les titres du journal parlé. Par contre, si vous écoutez Soir première ou Matin première, vous avez 3 heures d'information avec des sujets personnels. Il faut cliquer, il faut aller plus loin. Je dis souvent que sur Internet, on lit ce qu'on recherche. Si vous ne lisez que les titres de la homepage, c'est que vous ne recherchez pas autre chose. Parce que derrière ça, il y a des contenus exclusifs. Il y a évidemment de la production propre, évidemment. Et énormément de contenus. Et de plus en plus aussi dans les sections payantes. Où là, c'est des contenus uniques, certains. Donc il y a aussi un comportement de consommation d'informations qui doit évoluer. Donc c'est un peu donnant-donnant. Mais la photo média, d'abord. Mais je veux dire par là qu'il faut aussi éduquer, amener le lecteur à aller plus loin de grâce, aller plus loin qu'un flux RSS sur votre page Facebook.